L'exclusion d'Emir Kir est un fait marquant de l'actualité politique. L'ancien secrétaire d'État, toujours député fédéral et bourgmestre, est accusé de sympathie avec le régime turc et l'extrême droite, taxé aussi parfois de communautarisme et de clientélisme politique. Des accusations gerbantes selon Emir Kir hier sur RTL TVI. Alors, cette affaire est-elle un gigantesque coup monté? Est-il victime de règlement de compte ou bien simplement paie-t-il pour avoir fait ce que tant d'autres ont fait et font toujours? Si oui, qui et où et pourquoi? On en débat dans Versus sur BX1. Merci. Ne sont liés directement ni à Emir Kir ni au Parti Socialiste et c'est pour ça qu'ils ont une parole libre. Merci à tous les quatre d'être présents sur le plateau de BX1 ce soir. On peut peut-être commencer avec vous, Erdem Resné. Finalement, Emir Kir, est-ce qu'on lui reproche uniquement un acte isolé ou bien est-ce qu'on peut dire qu'il avait déjà à d'autres reprises franchi une ligne rouge tracée clairement par son parti ? Je pense qu'il y a deux choses qui jouent. Un, c'est une conjoncture politique où le PS se positionne très fort sur des matières comme l'extrême droite avec la montée du Vlaams Belang suite aux élections, avec aussi la pression du PTB sur sa gauche. Et donc, c'est difficile de ménager quelqu'un en son rang alors qu'on prétend faire la morale aux autres dans d'autres affaires. Après, deux, je pense qu'il y a aussi une accumulation de faits qui sont peut-être mineurs et qui ne justifient pas en soi l'exclusion, mais ça c'est la popota interne du Parti Socialiste. Mais quel type de faits? Le diplôme, avoir menti sur son cursus. Avoir éventuellement menti sur son cursus. Ou, ça passe moins bien auprès de Paul Magnette parce que c'était un ancien professeur d'université ça, je ne sais pas, ça il faut leur demander. Mais voilà, il y a le fait que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre des maires, mais sinon... Il y a juste une chose sur laquelle il faut mettre de l'ordre, c'est qu'on a lu ou on a entendu dans la bouche de certains que voilà, il était complaisant par rapport. Moi, je ne pense pas qu'il est complaisant. C'est juste que c'est difficile dans la communauté turque d'exclure des courants qui sont assez forts. Et donc, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Emir Kir n'est pas lié à l'extrême droite ou des choses comme ça. Soyons clairs là-dessus, au moins. Est-ce qu'on a justement, Pascal Deluitte, une définition de cette ligne rouge? Est-ce que ça a été tracé clairement ou est-ce qu'on a un peu navigué à vue dans le cas d'Emir Kir? De manière générale, on navigue à vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jurisprudence. Je crois que dans les éléments de contexte, il y en a deux autres, ou en tout cas, le premier, c'est que quelques semaines auparavant, le Parti Socialiste avait exclu quelqu'un d'autre, Benoît Ons, Echevein-Neupré, pour un poste. Alors, le parallèle est double, c'est-à-dire que d'une part, il y avait l'acte posé, c'est-à-dire le poste de Benoît Ons, qui était très très problématique, c'est peu de le dire, mais par ailleurs, c'était aussi le résultat d'une accumulation, c'est-à dire qu'il y avait déjà eu plusieurs postes problématiques dans son chef. Et je crois que pour Emir Kir, ça a également joué, c'est-à-dire à la fois, il y avait le précédent de Benoît Ons, donc il y avait l'idée, on ne peut pas faire deux poids deux mesures en fonction du statut de la personne. Et d'autre part, il y avait déjà eu des avertissements, et en particulier toute la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et donc je crois que c'est les deux qui ont joué. C'était allé trop loin. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas concrets dans le chef d'Emir Kir? On parlera après d'autres personnalités, j'insiste là-dessus, ou du contexte plus général, mais vraiment dans le chef d'Emir Kir. Oui, il y avait eu déjà des actes problématiques, c'est-à-dire des rencontres avec des personnalités du même parti, considérées comme un parti de droite radicale, alors même qu'en Belgique, formellement, dans le chef de 8 partis démocratiques, il y a un principe d'animation du cordon sanitaire, c'est-à-dire un principe qui veut qu'en aucun cas on ne gouverne avec ces partis et qu'en aucun cas l'action de ces partis influe sur le résultat d'un vote dans une assemblée. Calvin Soares-Njal, est-ce qu'Emir Kir a finalement donné le bâton pour se faire battre? Je pense que lui-même... Ou est-ce que c'est le contexte politique qui change? Non, il y a le contexte politique, mais lui-même a reconnu sur les réseaux sociaux qu'il avait outrepassé une ligne. Et donc, du bout des lèvres, on peut dire, et assez tard. Mais il l'a fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Maintenant, il faut dire que quel que soit le lieu où l'on est, quel que soit le contexte, des partis qui prônent la haine de minorité ou qui ne sont pas en concordance avec des principes démocratiques, je pense qu'il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Et donc, il l'a reconnu. Et le Parti socialiste a pris ses responsabilités. Maintenant, j'aimerais rajouter quand même que je suis quand même inquiet dans la manière dont le débat est en train de glisser.
on part de ce cordon sanitaire, on arrive à un débat sur les communautés et aujourd'hui, on est en train de glisser vers le débat sur la double nationalité. Et donc derrière, attention au danger du nationalisme monolithique qui cause des dégâts dans beaucoup de pays et dans beaucoup de régions du monde. Attention au glissement de ce débat. J'attire tout simplement l'attention là-dessus. Et on y reviendra dans le débat, mais Pascal David va ajouter quelque chose. Je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est-à-dire que on voit depuis une semaine une orientation du débat sur la notion de communautarisme, de communauté. Au fond, vraiment au fond, c'est pas ça la question. C'est-à-dire, c'est pas ça la question. La question mais c'est vraiment important de le dire. La question qui s'est posée, c'est ce qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie d'un point de vue politique. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir reçu des personnalités de droite radicale est un acte qui est un franchissement de la ligne rouge. Et à la limite, quelle que soit la nationalité des personnes, ça n'a pas d'importance. Et ici, bien évidemment, c'était des mères turques reçues par quelqu'un qui est d'origine turque, mais au fond, la vraie question, c'est d'avoir reçu des personnalités d'origine turque, de droite radicale, et c'est pas le rapport des élus, des personnes à des communautés. Parce que, mais est-ce que Emir Kir n'a pas provoqué ce glissement de débat en disant lui-même c'est du racisme anti-turc ? Ça a été un de ses axes de défense à un moment ? Bien sûr, c'est un de ses axes de défense, mais ce n'est pas le problème. C'est-à-dire, franchement, ce n'est pas le problème. Tous les élus, quelle que soit leur origine, et ça pourrait me concerner si j'étais élu, ont un rapport avec un environnement qui est ce qu'on pourrait appeler leur communauté. Et leur communauté peut être au pluriel. Après l'orientation, je pense que la manière dont Emir Kir a présenté les choses, c'est une ligne de défense pour consolider, lui, son électorat ou les personnes qui le soutiennent. Et deux, c'est aussi une conséquence, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue ou c'est un cercle vicieux. Plus on vise des aspects identitaires dans la personne, dans la critique qu'on peut lui adresser, plus la personne se défend avec ces aspects-là et l'intériorise. Et je pense effectivement que c'était une mauvaise ligne de défense dans la mesure où ni la personne qui a porté plainte, ni, je pense, la majeure partie des personnes au sein du Parti socialiste qui ont prôné l'exclusion ou la sanction de Kir ne peuvent être taxés de racisme ou de turcophobie ou quoi que ce soit. Alors, vous m'amenez sur un plateau un thème que je veux aborder dans ce versus d'aujourd'hui, cette question des doubles nationalités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en allant fouiller dans les archives de BX1, j'ai retrouvé ceci. Ça ne concerne pas Emir Kir, mais un autre député, lui aussi ex-socialiste et lui aussi belgo-turc. C'est Emin Oskara. Écoutez-le. Moi, on est venu me chercher parce que j'étais d'origine turque. On m'a dit, tu communiques qu'avec la presse turque. Tu vas que dans les ASBL turcs. Est-ce que les seniors, c'est important ? L'abattage rituel, c'est important. On va pas faire toute la liste, et là, c'est Emin Oskara. Mais je pense que les formations politiques doivent arrêter d'aller chercher des candidats ou candidates en fonction de leur origine, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Vous avez 184 nationalités. Ça vous a permis d'être député, finalement. Oui, mais ça m'a permis. Mais moi, j'ai eu toujours des places de combat. Moi, je suis un combattant. J'étais 35e, j'étais 29e, j'étais 14e, je me retrouve 17e. Il n'y a pas de problème. Voilà, Latifa Idbala, vous n'avez pas encore eu la parole. Est-ce que vous aviez entendu cette interview ? Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre un de vos collègues, pas de parti, mais dire, mais finalement, moi, on est allé me chercher et on m'a dit, mais va faire des voix dans ta communauté et surtout ne fais rien d'autre. Est-ce que c'est un cas unique, ça ? Ou voilà. Écoutez, naturellement, j'ai eu l'occasion de voir cette interview et je me porte un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit ici. Je suis évidemment d'accord sur ce qui a été dit concernant le fait que, sans doute, Emir Kir a brisé le cordon sanitaire. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute et a priori, il n'y a pas de souci à ce niveau-là en termes d'analyse. Par contre, je pense que le véritable problème se trouve au niveau interne, au niveau du parti. Je pense qu'Emir Kir, aujourd'hui, pèse particulièrement lourdement. On sait pertinemment qu'il y a au moins 2 PS au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Et je pense qu'aujourd'hui, il a fait un petit peu les frais de toute une série d'actes qu'il a posés. Maintenant, pour moi, le problème est éminemment communautariste. Et je m'explique. Je pense que Emir Kir, comme d'autres, ne se serait pas retrouvé sur des listes. Et quand on regarde en région de Bruxelles-Capitale, par exemple, vous avez la majorité sur 72 candidats, vous avez 50 candidats issus des communautés hors Union européenne. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si évidemment ce genre de personnes se retrouvent sur ces listes. C'est tout simplement parce qu'on sait très bien. Du coup, que peuvent faire les partis ? Parce qu'il faut aussi que l'électorat se retrouve dans les compositions de listes. Il faut effectivement que les listes soient établies en tenant compte de la composition sociologique de notre région,
En revanche, on ne peut pas avoir un déséquilibre comme le fait justement et comme le cultive malheureusement le Parti socialiste. Et c'est là le véritable problème. C'est qu'en réalité, la ligne rouge qui a été, à mon sens, brisée, ce n'est bien sûr qu'il y a eu celle concernant le cordon sanitaire, mais il y a aussi une autre ligne rouge qui est celle des valeurs que l'on défend. Et là, je crois qu'il y a un véritable problème. La réponse de Calvin Soares sur la stratégie des partis, finalement. Oui, alors, avant la stratégie des partis, le mot communautarisme tel qu'il est utilisé dans l'espace public aujourd'hui me dérange. Parce qu'on ne vise que les mêmes populations quand on parle de communautarisme. Concernant la composition sociologique... On ne reproche pas à un Belge de ne chercher des voix que chez les Belges de souche. Mais non, on a un candidat à XL, Yves de Jong d'Ardois, qui envoyait des lettres ciblées à des Français parce qu'il a la double nationalité franco-belge. Et là, on ne parle jamais de communautarisme. Et donc, je pense que dans la composition des listes, on peut reprocher aussi à certains partis de n'avoir que des personnes issues de certains milieux sociaux et d'avoir beaucoup de noms à particules sur leur liste. Et mais là aussi, il y a un travail. Ce que dit Émile Oscara dans l'interview, il dit mais moi, on m'enferme finalement dans ma religion, un peu comme si vous ne vous permettez pas de parler d'autres dossiers qui vous intéressent, comme l'enseignement, vous siégez dans cette commission-là notamment. Effectivement. Alors, il ne faut pas réduire les élus de racines étrangères ou d'origine étrangère à la question de la lutte contre le racisme ou à la question de l'intégration, puisque moi, je suis le parlementaire de référence en enseignement chez Écolo, et donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Néanmoins, sur la question du Parti socialiste, je considère que chaque parti a son fonctionnement interne. Moi, je suis allé chez Écolo parce qu'il y avait des valeurs. La préservation de l'environnement, la justice sociale, la justice environnementale. Néanmoins, je ne peux pas nier que ma socialisation politique est venue sur un sujet qui touche en premier les afrodescendants. Mais là où est-ce que vous êtes enfermé dedans? Non, où est-ce que les médias et le public vous enferment là-dedans? Je travaille sur l'enseignement, mais il y a un deuxième critère qu'on ne met pas assez en valeur. À partir du moment où on travaille sur la décolonisation, par exemple, comment on en fait un sujet d'intérêt général pour expliquer aux Belges que ça touche tout le monde et que tout le monde est concerné? C'est ça le critère qu'on ne met pas assez en valeur et beaucoup d'élus le font et moi je le fais, mais on ne le met pas assez en valeur en fait, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'espace public. Une pierre pour notre Pascal Deluit, est-ce qu'on a une définition claire de la différence entre le communautarisme ou le vote communautaire, la stratégie communautariste, on va dire, et puis simplement cette idée que les listes doivent rassembler des électeurs, une élection, on veut la gagner, et pour la gagner, il faut avoir des voix, il faut parler à un public le plus large possible. Si vous regardez les listes qui ont été soumises aux électrices et aux électeurs en région de Bruxelles-Capitale, elles sont le reflet des communautés, des différentes communautés qui soutiennent les partis. Comparer la liste du MR et du Parti Socialiste, oui, le Parti Socialiste a une liste plus orientée vers le nord-ouest, le MR a une liste plus orientée vers le sud-est. Vous avez déjà des partis territoriales et ça reflète les compositions de population. C'est une réalité, c'est-à-dire que chaque parti essaye de s'adresser à des socles électoraux qui sont ces socles classiques, qui peuvent être des attributs sociaux, qui peuvent être reliés aux catégories sociales, aux catégories d'âge. Et vous pouvez le faire, la même chose pour Écolo, la même chose pour... C'est en train de changer. Non, mais sauf qu'à... Je veux dire, le point qu'il faut bien considérer, c'est l'idée de communautarisme d'un point de vue de l'étude de la sociologie et de la géographie électorale concerne tous les acteurs, c'est-à-dire le MR, le CDH, Écolo, le PS, Défi ont des approches de communauté, de socles électoraux, de communauté. Et ça peut être vrai d'un point de vue philosophique, ça peut être vrai d'un point de vue des communautés d'origine, ça peut être vrai d'un point de vue des catégories sociales. Donc c'est une réalité. La politique, c'est en partie l'art de porter la parole de certains groupes et d'avoir des représentants qui le font. Donc en ce sens-là, il n'y a aucun problème. À Bruxelles, comme le disait Pascal Deluit, il y a non seulement une superposition de votes de partis, mais aussi d'origine ethnique ou religieuse des personnes qui sont territorialisées et qui en plus recoupent une fracture sociale. C'est-à-dire que les anciens bassins ouvriers ont été repris par des personnes qui sont d'origine étrangère, qui étaient venues travailler. Et donc il est normal que le Parti socialiste, qui défend aussi principalement les travailleurs, se retrouve là-dedans. Donc, il y a encore une observation, c'est que vous avez beau faire des listes qui sont le reflet de la population bruxelloise,
le vote, effectivement, peut lui se porter avec l'effet des votes préférentiels sur plusieurs candidats juste par leur patronyme. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel le parti n'a pas prise. Pour terminer, encore quelque chose d'important, je pense que ce qui est problématique, ce n'est pas que les gens s'organisent en termes de communauté, et y compris en termes de communauté d'origine ou religieuse, c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est est-ce qu'il y a à un moment donné une manière dans ces communautés de verrouiller en leur sein le débat? Si oui, ça c'est un problème. Sinon, il n'y a aucun problème. Je veux dire, tout le monde peut organiser ses activités ou sa vie politique par rapport à la défense de combat qui concerne un certain groupe et qui sont légitimes. Et donc pas de différence quelque part entre celui qui irait parler, qui serait d'origine, je ne sais pas moi, danoise et qui irait chercher des électeurs avec une origine danoise, ou celui qui serait médecin et qui chercherait à se faire connaître sur ces matières-là? Écoutez, par exemple, si je prends le MR qui a fait une vidéo sur la viande, qui a fait polémique, cette vidéo avait des cibles, les éleveurs, les consommateurs. Ça, je ne peux pas le reprocher. On a le droit légitimement de s'adresser à des pans de la population en essayant de cibler certaines et en se disant que le message va avoir une portée générale. Maintenant, c'est quand on tient un double discours, c'est-à-dire que, par exemple... Soyez concret, là, qui tient un double discours? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, si je parle de la défense des droits des homosexuels, je suis dans des milieux qu'on considère, entre guillemets, comme progressistes, je tiens un discours en disant « je suis pour la défense, il faut défendre », et puis si je vais dans des milieux conservateurs religieux où ça fait beaucoup plus polémique, je tiens un autre discours, là je fais du communautarisme. Et ce mot communautarisme me dérange, moi je préfère l'instrumentalisation de communauté. Quand on verrouille le débat et que ce débat reste le même dans la communauté et qu'il n'irrigue pas toute la société, là il y a un vrai souci. Donc que ce soit sur le foulard, que ce soit, moi, la question de l'émancipation des femmes, le droit au travail, le droit d'aller à l'école, ce sont des droits qui touchent toute la société. Et donc, quand on parle du droit des femmes, ce sont des droits qui concernent toute la société. Je ne considère pas ça comme étant quelque chose, entre guillemets, de communautarisme. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez d'instrumentalisation, et je suis tout à fait d'accord. Je vais vous répondre, pendant la campagne, notamment régionale, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des colos? Il y avait un tract électoral à l'intention de la communauté musulmane, et là, il y avait un vrai double discours. Parce que la position... J'aimerais savoir où se trouve le double discours. Le double discours, qui est la position des colos par rapport notamment à la question de l'abattage, où écolos votent comme le MR et le PS en faveur, évidemment, de l'étourdissement. Et puis, lorsqu'ils se présentent devant la communauté musulmane, eh bien, ils leur vendent le fait que écolo ne soutient pas cette thèse. C'est factuellement faux. Ce n'est pas le thème du débat aujourd'hui, mais je vous donne le droit de réponse. Parce qu'on parle d'instrumentalisation et de... Je pense que le MR est très mal placé pour donner des leçons. La vidéo de Didier Reynders le montre à suffisance. Dire quelque chose dans le beau salon feutré du Clé et aller à Stalingrad et dire autre chose sur l'abattage rituel. Donc, ce que je vais dire, c'est que sa position a été de présenter la question... Le thème du débat n'est pas le l'abattage rituel. Parce qu'on parle d'instrumentalisation. À Bruxelles, je pense que j'ai parlé de votre collègue Yves de Hong-Dardois, c'est quelqu'un qui cible aussi les communautés, notamment la communauté des Français expatriés. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à Bruxelles, le débat sur l'abattage rituel n'a pas été tranché. Ce que Zoé Genoux et Ahmed Moussine ont fait, c'est de présenter ce que la Libre Belgique a montré, de le dire de la même façon sur les marchés. Et donc, la question de l'abattage rituel a été tranchée en Wallonie. En Wallonie, pas à Bruxelles. Moi, je voudrais revenir au thème de ce débat. Voilà. Et donc, Pascal Deluy voulait réagir sur cette question vraiment du communautarisme. Est-ce que les partis sont francs là-dessus, ou est-ce qu'ils jouent pas de jeu? Est-ce qu'il y a un discours qui est de dire nous avons des candidats mais tout le monde épouse la ligne du parti, et puis de facto on demande quand même aux candidats d'aller, si je puis dire, draguer les communautés qui sont hésitantes? Les partis, tous les partis, il n'y a pas de différence fondamentale, disent nous allons dans une perspective générale et généraliste et nous défendons une vision générale et généraliste, et en même temps cible des électorats. Et en soi, je veux dire, il n'y a pas de connotation morale. Le problème vient à partir du moment où on dit le débat est fermé dans la communauté et reste dans le périmètre de la communauté. Alors là, c'est ce que vous disiez, Erdem Resnit. Est-ce que vous avez des exemples concrets de fois où ça s'est passé comme ça, que vous aurez vu sur Bruxelles aux dernières élections? Je vous prends un peu à court là, mais voilà, vous avez vu que les partis finalement adaptent un peu le discours au public auquel ils sont en train de parler à l'instant? Non, pour revenir au cas qui nous occupe, le problème dans la communauté turque, c'est pas tant que les candidats soient réceptifs au problème de la communauté turque, c'est que premièrement,
il y a une chape de plomb parfois sur certains sujets relatifs au pays d'origine. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est très difficile de prendre position publiquement des positions qui vont à contre-courant de ce que le gouvernement peut porter. C'est compliqué. Et une affaire comme l'exclusion d'Emirkir ne peut pas servir d'électrochoc. C'est pas ce que vous ressentez, vous, sur le terrain, au reportage. Vu quand même le soutien qu'un bon nombre de personnes qui sont proches de lui apportent, je ne pense pas. Et en plus, la manière dont le débat est mené crispe encore plus cet électorat. Parce que, étant donné qu'on parle plus de communautarisme, qu'on parle de la communauté turque plutôt qu'un fait politique, qu'est-ce que les gens se disent ? Nous, on ne nous veut pas ici, donc on va voir un peu comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et donc, c'est ça le véritable problème. Là, il nous reste 4 minutes de débat. Hein. Et je voudrais quand même venir avec cette question. Est-ce que ce n'est pas simplement la preuve que les mœurs et l'éthique politique sont en train d'évoluer ? On voit qu'il y a des choses qui étaient jugées tout à fait acceptables, voire positives il y a quelques années, être député et bourgmestre parce qu'on pouvait faire des liens entre la commune et le Parlement. Et puis aujourd'hui, ça devient presque un gros mot en politique que de vouloir cumuler. Alors est-ce qu'il n'y a pas là aussi un discours qui évolue ? Avant, on se moquait un petit peu de ce que quelqu'un pouvait dire dans une communauté, dans sa commune, même faire des tracts dans une autre langue. Et puis aujourd'hui, ces tracts, on les traduit, on n'accepte plus, on dit que... Est-ce que c'est pas aussi ça qui est en train de se passer ? Oui, je crois qu'il y a... C'est une vision optimiste, je dirais. Il y a quand même un effet... Oui, c'est une vision optimiste, je crois. Il y a un effet de contexte à plusieurs entrées. Mais voilà, il faut pas se cacher que sous différents angles, il reste des éléments de fermeture et que les partis sont quand même très prudents parce que la règle pour un parti, c'est de gagner les élections. Et de gagner les élections, c'est de créer ce qu'on appelle une coalition majoritaire avec différents éléments de communauté. Et ceci est très important, en particulier dans une région comme Bruxelles, où effectivement, le caractère liant est moins visible qu'avant et le caractère hétérogène est plus manifeste qu'avant. Et donc, il faut, je dirais, créer de l'homogénéité avec beaucoup d'éléments d'hétérogénéité. Et de fait... Bon, l'interview d'Oscara en est l'illustration, mais c'est le révélateur de ce qu'on observe par ailleurs. On est plutôt dans la construction de différents segments et donc de passer des compromis avec des choses qui ne sont pas toujours optimales. Il nous reste 2 minutes pour le direct Latifa Edbala. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de l'affaire Emirkir ? Vous n'êtes pas la seule à parler, mais en quelques Oui, non, mais moi, ce que je retiens, c'est que le pouvoir pour le pouvoir, évidemment, ça a aussi un prix. Et c'est malheureusement le problème aujourd'hui devant lequel nous sommes confrontés au niveau du Parti socialiste, qui s'adresse à une communauté ou à des communautés bien particulières, alors qu'il n'apporte pas les solutions, qu'il s'agisse... Quand on s'adresse à ces communautés, elles attendent évidemment toute une série de réponses. Quand on va sur le terrain, les électeurs d'Emirkir sont ravis. J'ai été à la sortie d'une réunion du Parti socialiste. Sur le plan économique, sur le plan social, je suis navré. Je ne crois pas que... On a compris que vous n'êtes pas socialiste. Oui, ça certainement. Et donc il faut pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens. Sur le plan communautaire, est-ce qu'on a fait un pas en avant ou au contraire, on a stigmatisé encore plus, on a monté les gens les uns contre les autres ? Moi, je pense qu'on a réaffirmé un principe, c'est que l'extrême droite, côté francophone, contrairement à la Flandre, on a décidé de ne pas fricoter avec l'extrême droite. Et donc, je pense qu'il y a la réaffirmation d'un principe pour tout le monde, quelle que soit la partie du monde d'où l'on vient. Donc ça, je retiens ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même qu'on travaille sur l'identité bruxelloise. On peut avoir une hétérogénéité et il faut qu'on sache parler aux différentes populations afin qu'avec leurs liens culturels, elles puissent accepter les projets qui convergent vers l'identité bruxelloise. Et je rappelle que dans la déclaration de politique régionale, c'est une ambition du gouvernement. Et on en reparlera sans doute, Erdem Resné, le mot de la fin en 20 secondes, ce qui nous reste. Moi, ce que je retiens, c'est plus par rapport à l'avenir. Les listes plus à connotation ethnique n'ont jamais marché en Belgique et à Bruxelles. Ce qui serait intéressant, c'est de voir avec un poids lourd comme Emirkir, si jamais il y avait une incitation à faire ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Moi, ça c'est vraiment une interrogation pour moi. Et on suivra évidemment cette question-là et d'autres. Merci d'être venu vous prêter au jeu du débat. Sur BX1. C'était Versus la semaine prochaine. Un autre thème, d'autres invités et évidemment beaucoup d'échanges et de questions.